Nous vous retrouvons pendant qu'il sonne 20 heures maintenant 17 minutes. Mesdames et messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour ce long retard quand même, hein. C'est un supplice. Nous vous présentons toutes nos excuses et nous saluons ces internautes là qui nous reçoivent en ce moment en direct. Le décryptage avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs, nos internautes, ceux qui ont fait le pari de nous suivre malgré un très beau Espagne-Allemagne qui est en cours sur la nationale. Je fais pas la publicité pour la nationale, mais quand même, c'est la Coupe du Monde. Oui, c'est la Coupe du Monde. Bon, donc merci à ceux qui ont fait le pari de rester avec nous. Donc, on va finir dans une heure au plus grand art et donc vous aurez le temps de retrouver votre match si vous y tenez tant. Alors, Agapit Napoléon Maforican, cet exercice, nous le commençons par le tour d'horizon de nos plateaux de dimanche, c'est politique. Aujourd'hui, en dehors de l'entretien qui a traité à froid cette révision du code pénal, on a abordé les tenants et aboutissants donc de cette suspension de l'exécution des peines introduites dans le code pénal. Eh bien, en dehors de cela, le reste de nos plateaux a abordé les législatives de 2023. Pour les auditorialistes, par exemple, eh bien, l'entrée dans la course de l'opposition, précisément, ce parti qu'on estime être de la réelle opposition, eh bien, cette entrée de cette opposition-là met quand même un coup de fouet à la mouvance. Ma question, l'UP et le BR sont-elles pour autant sur la sellette? Bien, merci. D'abord, vous avez évacué rapidement l'entretien sur le code où M. Badou nous a parlé de ce qu'il faut comprendre. D'un débat très technique, c'est vrai. Ça ne court pas sur les réseaux sociaux parce que l'aspect évoqué a été assez technique, même si les aspects politiques évoqués, titillés par-ci par-là ont été quand même abordés. De toutes les façons, je pense qu'on a déjà dit assez sur cette question. Je pense que c'est une avancée du droit, c'est une avancée du droit pénal, c'est une avancée de notre droit positif tout court. Et c'est une aubaine pour les prisonniers, ceux qui sont détenus, parce que lorsqu'on n'est pas dans ces conditions, on ne peut jamais savoir ce qui s'est passé, ce qui se passe. Et donc, vous avez suivi la libération de Laurent Métaillon cette semaine. Vous avez vu toute la liesse de sa famille politique. Donc, c'est une aubaine pour les détenus politiques d'avoir un moyen de plus de quitter cet environnement pas très commode pour l'être humain. Donc, une loi qui permet d'une manière ou d'une autre qu'on quitte cet environnement carcéral est une loi qu'il faut saluer. Après, les détails vont se gérer d'une manière ou d'une autre. Les détails vont se gérer d'une manière ou d'une autre, notamment sur ce que chacun peut lire. Les avocats sont là pour faire le travail. Oui, Charles Badou l'a dicté, l'a suffisamment dépouillé aujourd'hui. Je suis sûr que d'autres le feraient également autant. Donc, c'est leur travail. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs et saluons cette évolution du droit positif. Ça, c'est le premier aspect que vous l'aviez évoqué, donc, les plateaux, notamment la question de participation de l'opposition. Je me dis, mais pourquoi s'agit-on tant? Voilà ma question. C'est une première. C'est une première depuis la réforme du système partisan. Jamais. En 2020, l'opposition était aux élections communales. Je ne peux pas croire que vous êtes de ceux-là qui pensent qu'il y a deux oppositions. Moi, je n'ai pas d'opinion sur ce plateau. On estime qu'ils sont les collabos. Bien. Donc, ceux qui pensent que c'est des collabos, c'est leur problème. Ceux-là ne sont même pas déclarés. Parce que là, aujourd'hui, la loi dit vous déclarez parti d'opposition. Je ne sais pas si finalement le Parti des démocrates s'est déclaré dans l'opposition. Donc, mais on n'est pas né, on est opposé à quoi? On est d'abord né parti politique. Donc pour moi, le premier principe, c'est que participer aux élections des partis politiques, en dehors de l'élection présidentielle. Et même là, le parrainage vous oblige à négocier avec les partis politiques. Donc pour moi, le jeu est partisan. C'est le premier. Ensuite, aucun parti ne vient pour dire je suis un parti de l'opposition. Elle leur permet justement de choisir leur bon politique. Ils choisissent par rapport, c'est un truc contingent, c'est purement contingent. Le parti qui va dire je suis de l'opposition aujourd'hui, rien n'est sûr que d'ici 2026, lors des élections générales, il soit toujours dans la voilà. Donc, moi, ces questions ne me taraudent pas l'esprit. Et franchement, je ne sais pas pourquoi l'UP et le BR vont être menacés. Par contre, il y a de la concurrence de plus. Et ce n'est pas que dans l'opposition. Parce que la focalisation sur l'opposition me pose un problème. C'est comme si on restreint le jeu. On restreint le champ de l'analyse. La participation aux législatives s'est enrichie cette année
de 5 partis, de 5 nouveaux partis, dont 3 de la majorité présidentielle et 2 donc 3 de l'opposition et 2 de la majorité présidentielle. Donc, plus les 2 anciennement de la majorité présidentielle, ça fait 7. Le fait qu'on puisse constant de débat sur l'opposition, on pense que les gens oublient que chacun va éroder dans son champ. Quand Moël est là, Moël n'érode pas dans le champ de FCBE, ni dans le champ des démocrates. Moël érode dans le champ de l'UP et du BR. UDBN n'érodera pas dans le champ a priori de l'opposition. UDBN va éroder dans le champ, sur le champ ou dans le champ. Bon, il y a quand même les dubitatifs, hein, ils ne savent pas où se retrouver. Maintenant, les opposants, ce qu'on n'a pas dit, c'est que lorsque vous regardez le taux de participation de 2019, 2020, les opposants, les leurs n'étaient pas nombreux sortis. Donc, ceux qui sortiront pour voter UP et le BR, et pour voter UP et le BR, Moël peut-être ou UDBR peut-être, ne seront pas ceux qui sortiront pour voter pour démocrates, FCBE, MPL. Voilà d'abord le champ de la... Donc, a priori, le fait de concentrer le débat sur l'opposition cache soit un jeu de mettre de la lumière un peu trop sur cette opposition. Ou alors une courte vue dans l'analyse qu'il ne faudrait pas que nous-mêmes nous empruntons. Oui, mais on veut voir, je vais dire, du sang neuf. Est-ce que ce n'est pas légitime? C'est vrai, vous l'avez expliqué, mais Agapit Napoléon Maforican, pendant cette période-ci, c'est ce qui se dit, n'est-ce pas un peu légitime, puisque justement, cette législature finissante, on les a toujours tentés de partir si à moi. Oui, ça, les partis siamois. Il suffit d'aller au Parlement pour voir s'ils sont siamois. Il s'agit d'aller dans les champs politiques pour voir s'ils sont siamois. Quand l'un démissionne d'ici et va là-bas, non, vous savez. Ça s'est fait entre eux. Non, mais c'est qui entre eux? Je vous l'ai déjà dit, un parti est un parti. C'est une organisation qui se met en place pour rechercher le pouvoir politique et l'exercer. Et donc, même si vous êtes de même père, même mère, et vous créez 2 partis différents, vous n'êtes pas partis. En quoi ils sont si à moi? On a vu les frères Moudi s'entre-déchirer ici, Adrien et Gassien. Les plus jeunes, aujourd'hui, les seuls là, mais que les plus jeunes n'aillent pas à la connaissance et restent ici, croyant que le Bénin est né hier. Mais ça, c'est leur problème. L'inculture n'est pas une excuse à l'analyse de l'actualité. Là, on doit aller au-delà donc de son camp, de son temps pour lire. Donc, le fait même que, je vous ai par exemple, je ne sais pas, des pères, des femmes, ils sont nés même père, de même mère. Ils ont 2 partis différents. L'un est dans la majorité, l'autre est dans l'opposition. Même plus jeunes, on a les plus jeunes là. Je n'ai pas envie de citer leur commencement par exemple. Mais bon, parce que chacun est libre de choisir son camp. Par ailleurs. Donc le problème qui se pose ici n'est pas une affaire de siamois. Ce n'est pas une affaire de siamois, c'est une affaire de positionnement politique. Et c'est une affaire du temps également. Le positionnement politique n'est pas éternel. Vous voyez, quand moi je regarde l'UP, je vous ai toujours dit, l'UP, le BR, donnez-moi un seul parti qui ne contient aucun ancien collaborateur de Boni Yahi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans la mesure où... Peut-être le MPL, jeune parti. Regardez dedans s'il n'y a pas eu un seul qui a été nommé cadre, directeur, une fois. Dès que vous avez été nommé directeur une fois, vous fuites collaborateur. Puisque de toutes les façons, ce n'est pas un poste de mérite. C'est pas au mérite que vous avez gagné ça. C'est un ministre nommé par Boni Yahi a pu vous déceler et a pu penser que vous pouvez faire mieux le travail que d'autres. Bon, ça peut être aussi le mérite, hein, ça peut à un moment donné. Au mérite voudrait dire un concours. Ça, c'est une autre forme de mérite. Au mérite voudrait dire qu'à l'ancienneté, dans le grade le plus élevé. En dehors de ça, tout choix porté sur une personne est un choix subjectif. Même si la personne a le temps, parce qu'un autre ne porterait peut-être pas nécessairement le même choix chez lui. Donc, vous avez collaboré. Vous avez collaboré, et quand on dit collaborer, il y a plusieurs degrés. Il y a la collaboration directe, et il y a la collaboration, disons, alternée, qui passe par d'autres sous-points. Un chef de service ne collabore pas directement avec le directeur général. Donc, il faudrait avoir le directeur, ou bien le chef d'unité, chef de service, directeur général. Donc, ça montre une gradation. C'est dire quoi? Mais si on veut être tout au moins plus enfin, on veut élargir même, ou bien on veut restreindre le champ. En dehors des partis qui regroupent des gens plus ou moins jeunes, Moël Béné et MPL,
tous les autres ont en leur sein un seul au moins qui a été ministre de Boni Yayi ou qui a été secrétaire général sous Boni Yayi. Donc, nous ne l'aurons pas. Alors, qui est opposant? Aujourd'hui, la figure emblématique de l'opposition, aujourd'hui, tout le monde regarde Boni Yayi. Donc, mais s'il est Boni Yayi et que les démocrates ont récupéré Boni Yayi comme leur président d'honneur, je l'ai déjà dit une fois, il n'est pas leur propriété privée. Mais quand même, il bénéficie de son électorat. D'accord, mais si moi j'étais dans un parti, je fais pour dire, écoutez, j'ai travaillé avec Boni Yayi, nous avons travaillé pendant un certain nombre d'années, il était porteur d'un idéal, mais de regarder depuis 2016 ce qui se passe, vous pensez que, bon, alors, on n'est pas encore en campagne électorale, sinon je vais vous développer des arguments ici, qui peut développer par des partisans, par des gens de la majorité, et qui peut fonctionner. Vous savez, donc, pour moi, il n'y a pas de... Je ne vois pas en quoi les gens ont peur de l'opposition. Parce qu'on estime justement que la foule est avec eux. Agapit l'appelle la foule ou le peuple, tout ce que vous préférez. On estime que c'est le parti du peuple, le vrai parti de l'opposition. Je vous raconte l'anecdote en 89. Vous savez, 89, c'est notre année blanche. Ceux qui sont de ma génération, un peu plus âgés que moi. 89, nous étions bloqués à la maison depuis janvier. Les salaires impayés, bon, donc les écoles fermées, l'université fermée, l'entreprise. Et il y a une grosse manifestation à Cotonou, je pense que c'était le 11 décembre 89. Et donc, comment il s'appelait, Robert Minangwa, qui était l'envoyé de RFI, interrogeant Mathieu Kérékou. Je dis, bon, voilà, Monsieur le Président, regardez, avec toute cette foule, est-ce que vous contrôlez encore votre pays? C'est là, vous les voyez comme les gens qui ont fait. Ça, c'est des badauds, des banabana. Est-ce que c'est là, c'est eux qui travaillent? Est-ce que c'est eux les étudiants? Alors, en fait, effectivement, les gens vont chercher les badauds pour manifester. Les grands sont devant et la masse, la marmaille qui ne représente pas grand-chose que la foule fait le nombre. Et ça, Mathieu Kérékou a dit ça, le journaliste n'avait rien d'autre à faire que de remettre ça sur RFI pour ne pas citer la chaîne. Donc, en fait, il y avait c'est des banananas, c'est des bateaux. Et ce qui est vrai quand vous regardez l'image, en dehors de quelques gens courageux de PCB, des comités d'action de PCB et autres, mais il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de grand mot devant, ils ont fait, il ne marche pas. Donc, en réalité, la foule, elle n'a pas de conscience. La foule n'a pas de volonté. La foule, c'est comme l'instinct. Ça agit et ça disparaît et vous ne la voyez nulle part. Donc, la foule dont vous parlez là, la foule des réseaux sociaux, la foule des manifestations, peut-être que vous parlez, ou ceux qui poursuivent quand l'un va à la messe, l'autre va au marché, ceux qui les poursuivent là, c'est pas eux qui voteront. Regardez combien de personnes parmi eux iront voter le jour des votes, le jour du scrutin. Et qui vous dit que quand vous-même vous irez au marché, on ne va pas vous poursuivre et vous applaudir pour peu que vous deveniez personnage public. Pour peu que vous devenez public, voilà. Donc vous n'avez pas encore la chance d'être peut-être ciblé comme devant occuper un rôle public. Mais vous n'avez pas moins de mérite que celui qui est là ou celui qui se fait applaudir. La seule différence est que lui, il est là, il a fait l'histoire. Et donc l'histoire, on peut se la raconter en se mettant à côté de lui et faire photo, et être dans un camp ou dans un autre. C'est dire que, pour moi, ce n'est pas la foule qui fait le jeu, ce n'est pas la foule qui fait l'intelligence, ce n'est pas la foule qui vote, c'est le peuple qui vote. Et le peuple, c'est vous et moi, ceux qui ont décidé de sortir le jour du scrutin, le jour des élections pour exprimer. Le peuple, c'est également celui qui refuse de sortir, parce que c'est un choix libre pour lui de ne pas aller voter. Mais c'est surtout pas la foule, la brute, la masse inintelligente qui est impropre, qui n'arrive pas à comprendre quoi que ce soit et qui s'exprime bruyamment, inintelligemment, parce que, bon voilà quoi, c'est l'instinct du moment, on se cache derrière des pseudos, des surnoms, des trucs, et on le fait, c'est pas cela. C'est pas cela. Quand vous les verrez vraiment, vous rendrez compte que elle n'a pas de forme, elle a juste de nombre. C'est-à-dire, elle peut faire tache d'huile parce qu'elle est épaisse. Et donc, en dehors de l'épaisseur de la foule, il y a l'inintelligence, il y a l'instinct qui ne lui donne pas de la qualité. Alors, lorsqu'on a fini de dire ça, on revient au débat pour dire, nous allons aux législatives de 2023 qui regroupent 7 partis politiques. Il faut considérer les 7 partis politiques comme des entités viables, qui ont su passer des étapes et qui vont à la conquête du pouvoir. Mais si vous dites que vous êtes opposant,
vous allez aux législatives. Mais c'est pour aller faire quoi au Parlement? Il y a pas, en fait, ce que les gens ignorent. Porter la voix des sans-voix. D'accord, et après? Ça change quoi? On connaît le travail du législateur. Voilà. Donc, quand vous allez finir d'injurer le gouvernement, de crier, de dire tout ce que vous avez envie de dire, ça changera quoi? Ça ne changera rien. Ça changera quelque chose si c'est que l'opposition a la majorité. Et même si elle a la majorité, notre système est particulier. Il est particulier. Pourquoi? Notre système notre système a créé une hyper-monarchie. C'est un hyper-présidentialisme que nous avons. Hein, le professeur Ivor, dans sa thèse, elle a évoqué rapidement, mais avec le temps, on s'en rend compte. Lorsque vous avez vu Soglo agir en 90, 95, 91, 95, vous avez l'impression qu'il exagérait. Lorsque Kérékou a calmé le jeu, peut-être, mais il y a eu des crises sur Kérékou. Il y a eu des ordonnances qui ont été prises. Donc, la fronde des députés au Parlement sous Soglo a donné lieu à des ordonnances. On a cru que Soglo abusait, Soglo ne voulait pas négocier. Mais Mathieu Kérékou est venu, il en a pris deux. Je me rappelle toujours, des budgets ont été mis en œuvre. Abdoulaye Biachana est encore au gouvernement, il était ministre des Finances et de l'économie. C'est par ordonnance. C'est par ordonnance parce que le Parlement fait la fronde, le gouvernement estime que son programme d'action doit avancer parce que lui, il a des exigences envers le peuple. Le Parlement a d'autres exigences. Lui vote la loi, il contrôle l'action du Parlement. Mais lui, il ne fait pas la route. Il va dire oui, mais c'est nous qui ratifions. C'est nous qui donnons les autorisations. Non, c'est nous qui donnons les autorisations de ratification. Il ne ratifie pas. Mais c'est eux qui donnent l'autorisation de ratification. C'est nous qui donnons les autorisations de... Aujourd'hui, on n'en est plus là. Hein, oui, bien sûr. Donc, et ça, c'est une grosse avancée par ailleurs. On n'a pas eu le temps de commenter ça. Donc, le Parlement n'exécute rien. Le Parlement n'exécute absolument rien. C'est quand même le haut lieu où tout se décide. C'est pour ça que les grandes démocraties se veulent parlementaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une interaction entre le Parlement et l'exécutif. Donc, on cherche une majorité au Parlement pour pouvoir faire passer son projet et on est obligé d'écouter les parlementaires. On est obligé de les écouter. Quand vous allez en Israël, où ils sont en élection tous les 18 mois pratiquement, quand vous allez en Allemagne, qui a un système plus pondéré, mais qui a intégré très tôt le principe de l'unité, qui fait que les grandes coalitions, les deux grands partis, même d'opposition, les deux partis les plus rivaux, puissent gouverner ensemble. Et depuis 2002, pratiquement, ils gouvernent ensemble. Ils ont gouverné en 20 ans, ils ont gouverné ensemble pratiquement 18 ans, si je ne me trompe, 16 ans. C'est pour dire que cette démocratie-là a adopté le style parlementaire, mais modulé, qui fait que vous êtes obligé, quand ça vous manque une seule voix, vous allez négocier la seule voix chez le parti minoritaire et vous lui lâchez quelques prébendes pour qu'il vous suive. Ça, c'est le principe. Mais ça crée des crises, on ne peut pas en finir. Et l'Afrique, au lieu d'embrayer un tel système qui va nous amener aux élections pratiquement tous les 18 mois, comme en Italie, comme en Israël, ou comme je ne sais pas où, on a choisi un système connaissant notre fonctionnement, et moi je salue les pères de notre constitution à ce niveau-là, on a choisi un système plus simple qui fait de l'Africain le chef absolu de son affaire. C'est-à-dire le président de la République est le président absolu. C'est le maître à bord. Et comme on le dit vulgairement, après Dieu, c'est lui sur terre. Bon, ça peut choquer certains, mais c'est exactement ça. Après, il y a le jeu institutionnel. Mais ce qu'on a dit, les contre-pouvoirs en question qu'on a dit là, ça contre aucun pouvoir. Parce que le chef de l'État, il est à bord, il est le maître à bord. Les institutions sont là pour tempérer, mais l'exécutif est le maître à bord. Est-ce que c'est pas, par exemple, c'est pas peut-être parce qu'à un moment donné, justement, Agapit Napoléon Bafouékan, l'exécutif, je vais dire, abuse un peu de son autorité, puisque la loi prévoit ce contrôle-là, justement. Non, au contraire, c'est les autres qui ont voulu abuser d'une autorité qu'ils n'ont pas. Lorsqu'on dit que les parlementaires ne peuvent pas amender un budget, en accroissant les dépenses sans chercher où trouver les recettes, et que les députés se le permettent, comment on appelle ça? C'est un abus. C'est un abus et ça nous a conduit. Lorsque vous rejetez le PAS, le programme d'action structurelle, alors que c'est le fondement même de la conférence nationale, alors que c'est ça qui nous donnait les moyens de trouver les financements à l'époque. Comment on appelle ça? Mais on a envie de bloquer l'exécutif, de bloquer le gouvernement. Et donc, il y a l'ordonnance. Le président Soglo a pris d'ordonnance. Le président Kérékou en a pris 2 fois.
Le président Yahibo en a pris 2 fois également. Il n'y a que le président Talon qui n'en est pas pris. Et pourtant, on m'a dit que c'est le régime, il n'y a pas de démocratie. Pourtant, c'est sous lui qu'il n'y a même pas une seule ordonnance. Le président Talon. Pour le moment, il en a encore pour quelques années. Le président Talon s'est refusé, il s'est refusé, il aurait pu. Lorsque son projet de révision constitutionnelle n'a pas marché en 2017, il aurait pu aller devant le référendum. Il a dit non, il respecte les institutions. Mais je reviens au jeu parlementaire. Donc, pour tout dire, pour ne pas s'écarter, restons pour dire que même l'opposition radicale qui gagne les élections au Parlement, ils ne peuvent que voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Et pas plus. Ils ne peuvent pas faire tomber le gouvernement. Ils ne peuvent pas arrêter le gouvernement dans ses projets. Si le gouvernement fait passer ces lois et le Parlement ne vote pas, le gouvernement peut aller par ordonnance pour avancer. On a décrié justement l'abus. Moi, je n'ai pas décrié l'ordonnance parce que le 49.3 en France est une mesure exceptionnelle que le Premier ministre n'hésite pas à prendre et celle-ci vient d'en prendre. Celle qui est là, elle en a pris. Alors, si c'est prévu, c'est que ça peut être utilisé. Quand la loi a prévu des trucs, moi, je ne sais pas quelle pudeur on a pour dire non, il ne faut pas prendre, il ne faut pas prendre. Non. Moi, j'ai dit que le président Talon n'en a pas pris parce que, oui, il faut d'abord donner oui. On est dans un débat de moins d'1 heure, donc il faut raccourcir. Sinon, il faut donner de la place d'abord au dialogue. Mais lorsque vous dialoguez avec des sourds, à un moment donné, un dialogue de sourds, ça n'aboutira pas. Oui, donc, du coup, à un moment donné, il faut avancer. Et c'est là que le 49.3 en France ou le 60... Ça, c'est bien le 49.3. Oui, ça, c'est en France. Ça, c'est oui, c'est en France. Ici, c'est le 67 ou 69. Je ne me rappelle pas. Donc, les mesures exceptionnelles, donc, lorsque les institutions sont bloquées. Donc, la Constitution a prévu dans quelles conditions le chef d'État peut prendre ces mesures exceptionnelles. Le président Yaya a même pris ça pour faire passer un projet. Budget, je pense. Pour faire passer même un projet qui n'a jamais abouti, par ailleurs. C'est pour montrer qu'à un moment donné, lorsque vous êtes, le Parlement vous bloque, vous pouvez aller, parfois il y en a qui font un peu, de manière un peu trop avec, ils n'ont pas la main tendre, ils y vont pour montrer. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est site pourri, Agapit Napoléon Mafoikan? Mais c'est exactement ce que je voudrais, qu'on se calme et qu'on sache qu'il y a 7 listes en jeu. Et chaque liste a des personnalités de qualité, de valeur. Il y en a qui disent, nous allons soutenir l'action du gouvernement. Il y en a qui disent, nous sommes des opposants. Il ne faut pas que ceux qui disent qu'ils sont opposants pensent qu'ils vont dire, croient qu'ils vont changer le mode de gouvernement. Non. Ceux qui disent qu'ils soutiennent l'action du gouvernement, aussi, on les a déjà vus à l'œuvre. 2019-2023. Et on sait qu'il y a quand même beaucoup de lois qui ont été votées. Beaucoup. Après, il faut analyser la qualité de ces lois-là. Peut-être. Mais elles ont le mérite de moderniser notre système. L'opposition qui viendra ne fera pas autre chose que de voter les lois. Si elle venait, elle ne peut pas faire autrement, c'est voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Le gouvernement, surtout ça, contrôler l'action du gouvernement. Alors, vous voyez une opposition empêcher le gouvernement de continuer à faire les routes, empêcher le chef d'État d'aller lever des sous sur le marché régional. Mais s'ils empêchent et que le chef de l'État prend trop d'ordonnances aussi... Il ne peut pas empêcher ça. Parce que là, s'ils empêchent, c'est qu'ils empêchent, par exemple, le développement, que le chef d'État demande par exemple un collectif budgétaire pour augmenter les conditions de vie de la population. Vous les voyez dire non? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. S'ils disent non, mais ils deviennent ceux qui sont contre le développement. Si le chef d'État qui a des projets par-ci, par-là, piste rurale, piste par-ci, lesquels ils sont contre. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Est-ce qu'ils peuvent demain dire qu'ils sont les défenseurs du peuple? Le Parlement ne peut pas être opposant. Un Parlement ne peut pas être un Parlement d'opposition. C'est une aberration. Dans aucune grande démocratie, on ne conçoit pas un Parlement d'opposition. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, même en France, même aux États-Unis, où le Congrès et le Sénat s'équilibrent, il y a toujours un petit jeu, il y a toujours un petit moment, même si lors des midterm mandats, le président perd sa majorité, même si au début du mandat, il n'a pas la majorité, tous les 2 ans, on lui donne toujours l'occasion d'en avoir. Et si jamais le Sénat et le Congrès savent que si jamais ils tirent trop contre le président, ils perdront. Parce que le peuple américain est un peuple exigeant. Ils ne sont pas tous illettrés comme beaucoup non d'analphabètes ici. En Afrique, oui. Beaucoup ont. Là-bas, le taux d'analphabétisme, je ne sais pas combien c'est, mais ils sont de loin devant nous. Donc, les gens lisent les projets, les gens lisent les programmes, les gens suivent les débats. Ils ne se font pas manipuler. Ici, on a encore du chemin à faire, c'est vrai. Donc,
le régime parlementaire, pour le citer, est un régime qui donne la main au chef de l'État. Le régime présidentiel, le régime parlementaire, j'ai déjà dit. Oui, vous l'avez expliqué. La corrélation entre le régime présidentiel et le fort présidentialisme, ce que nous appliquons au Bénin, c'est un régime hyper présidentialiste parce que il donne plus la main au président qu'aux États-Unis. Le président de la République du Bénin a plus la main dans la gouvernance que le président américain. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait pour la Constitution? On a pioché chez les Français, on a pioché chez les Américains, on est allé chercher peut-être, je ne sais pas où. Pour faire l'équilibre, pour avoir... Donc, qu'on ne se leurre pas. Et moi, j'ai connu des parlements qui ont démarré opposants et qui ont terminé majorité. Le PAD de Maître Adrien Ngouedji, je vais raconter son histoire. En 2003, en 99, je veux dire, en 99, au moment où le PRD prenait... En 98, le PRD a quitté le gouvernement, d'accord, de Kérékou. Il était au gouvernement. Le PRD a contribué à l'arrivée de Mathieu Kérékou au pouvoir en 96. Elle restait au gouvernement de 96 à 98. En 98, le PRD a quitté le gouvernement pour mille et une raisons. En 99, il y a eu les législatives où c'est vraiment étriqué entre la majorité. Et c'est l'UDS, le parti présidé par Sakalafia à l'époque. Donc c'est l'UDS qui devrait séparer les deux camps. D'accord? L'UDS a fini par faire le jeu de Adrien Ngouedji, opposant. Adrien Ngouedji prend le pouvoir au Parlement. Oui. D'accord. Donc, Adrien Ngouedji, président de l'Assemblée nationale, ça nous a conduit en 2000 à l'ordonnance de Kérékou. Quand ils ont bloqué, Kérékou a pris l'ordonnance. Après, mais avant la fin de 2003, Adrien Ngouedji est devenu majoritaire. Il est encore devenu mouvancier. Le PRD est redevenu mouvancier. C'est pour dire quoi? Tout ça est à géométrie variable, comme lui-même Adrien l'a dit dans son discours de président. Son premier discours de président de l'Assemblée nationale en 91, qu'il a sorti, le Parlement a eu une majorité à géométrie variable. C'est pour dire qu'aujourd'hui, une réalité, demain, une autre. Donc, excitons-nous moins pour quelconque opposition qui va aller aux élections, pensant que finalement, ce n'est que ceux qui y vont. Ce n'est pas que ceux qui y vont. C'est 7 partis politiques qui y vont, avec 109 postulants et 109 suppléants. Et donc, laissons le jeu se jouer et attendons le soir du 8 janvier pour faire le point. Non, Agapit Napoléon Maforican, on ne peut qu'hésiter puisque nous sommes restreints par la RAC d'aller dans, je vais dire, dans d'autres analyses que ce que nous faisons. Ce que vous avez dit tout à l'heure est plus ou moins futuriste puisqu'il faudrait être au Parlement pour pouvoir faire ces gymnastiques. Et si on doit revenir à ce que nous disons, Agapit Napoléon Maforican, pour vous, si je dois vous résumer, c'est simplement dire que bien ces 3 partis politiques de l'opposition ne changent concrètement rien. Je vais dire dans le jeu politique qui se joue actuellement. Bon, ça va faire le bonheur de ceux qui étaient malades d'une certaine opposition. Ça va peut-être, s'ils sont au Parlement, ça va peut-être animer. Ceux qui adorent les grandes joutes verbales seront peut-être servis. Mais après, bon, peut-être qu'ils vont contribuer par les talents qui sont parmi eux à peut-être la qualité du débat parlementaire et surtout la qualité des lois votées. Mais après, la fin, enfin, in fine, vous avez donné, vous avez expliqué la fin. Il n'y a pas de grand changement. Il n'y aura pas attendez, mais notre Parlement de 91, mais on n'a même pas on a dit que la première législature, elle est extraordinaire. Oui, c'est vrai, le grand verbe. Parce que ceux qui n'ont pas pu aller au gouvernement et dans les institutions se sont retrouvés au Parlement. C'est aussi simple que ça. Et c'était toute la hiérarchie, tout l'establishment qui était dehors, tirait le Bénin dans tous les sens. Ils ont fait beaucoup de... Ils ont parlé de gros français. Nous, on aimait ça à l'université. On aimait tout ça, mais ça donnait, ça débouchait sur quoi? Ça débouchait sur pas grand-chose. Analyser la qualité des productions législatives de l'époque. Analyser les productions législatives de l'époque à aujourd'hui. Les parlements actuels travaillent mieux. Évidemment, ont beaucoup plus de moyens. On va dire que chaque législature a fait son travail. La comparaison permet de comparer des législatures. Et j'ai dit que ce n'est pas là où il y a des grands joutes oratoires qu'il y a les meilleurs textes possibles, où il y a la quantité. Oui, on a besoin de la quantité et de la qualité. Notre arsenal est vieillissant. Et ces 2 dernières mentions, vous prenez la 6e, la 7e et la 8e législature, ils ont fait un travail extraordinaire de législation. Les autres n'ont pas démérité, mais ces 3 dernières. Alors donc, qu'est-ce que nous voulons? On veut que ça soit dynamique. On veut que ce soit réel, que les lois soient
des lois contemporaines et non des lois antiques de l'Antiquité qu'on applique à des gens d'aujourd'hui. Il y a les choses évoluent, le temps évolue. Donc, il faut que l'action législative soit dynamique et non statique. Alors, ne regardons pas un peu, l'opposition est bien. Comme je le dis, c'est bon que tout le monde, pour moi, c'est bon que tout le monde ait l'occasion d'aller au Parlement. D'élections libres, transparentes, comme on le dit, sincères. Mais après, je ne pleure pas d'opposition au Parlement. Parce que personne ne dit n'est né opposition. Pour moi, il n'y a pas une loi d'opposition, une loi de la majorité. La loi sur la Sénat a été d'inspiration opposante au Parlement. C'était Joseph Yonfou du parti NCC, notre cause commune, le plus grand parti d'opposition à Soglo à l'époque, qui avait inspiré, qui était l'inspirateur de ce texte. Mais quand le texte a été voté, c'est vrai, ça a instauré la Sénat au Bénin, mais quand vous regardez un peu l'évolution de tout ça, vous dites que c'est bien pour le pays. Donc, qu'ils soient opposants, même si parce que les élections de 96, c'était le gouvernement qui devait l'organiser, je ne sais pas si on aurait eu le changement qui a eu lieu. Donc, vous lisez le livre d'Emmanuel Vidjana Yadjovi, un aîné qui a écrit sur la présidentielle de 96, et vous verrez bien les faits qu'il a relatés. Jean-Luc Aplogan, notre aîné, est là également, vous pouvez l'écouter. Donc, c'est dire que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, quand vous inspirez une loi, une fois qu'elle est votée, elle s'applique comme loi d'État. Quand le président Senghor le voulait, parce que cette loi a été rendue exécutoire par la Cour constitutionnelle en 1994. Vous l'expliquez. Et malgré ça, elle a été une loi qui a fait du chemin. On a beaucoup amélioré jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Mais il a failli démarrer par là. Et le débat que ça a suscité n'a plus eu lieu après. Puis une fois que c'est créé, c'est créé. Donc, l'opposition peut enrichir le débat parlementaire, mais c'est la qualité intrinsèque des hommes et non le positionnement politique qui fait un parlement de qualité. Pour moi, je vois encore, le Parlement a besoin de femmes et d'hommes de valeur qui maîtrisent l'action publique ou qui sont prêts à la prendre même s'ils ne la maîtrisent pas et qui sont disposés à travailler, à se cultiver, à se soustraire, à l'antique pratique de sclérose pour pouvoir faire avancer le cadre législatif béninois. Et comme les autres parlements, je vais dire 6e, 7e, 8e, pour ne parler que ceux-là ont fait, je pense qu'aucun parlement ne peut plus dormir sur le laurier parce que quand ils vont regarder les stats des parlements précédents, ils seront obligés d'aller plus loin. Or, c'est ça qui nous fera avancer, l'action législative, plus ou moins. Le contrôle de l'action du gouvernement est bien. Mais pour moi, bon, c'est un contrôle. Pour moi, le contrôle de l'action du gouvernement est anecdotique. C'est ce qu'on reproche justement à cette législature finissante. Pour moi, le contrôle de l'action du gouvernement est anecdotique. En quoi? On n'a qu'à laisser le Parlement, la Cour des comptes faire son travail. Là, c'est les comptes, Agapit Napoléon. Oui, et après, contrôle de l'action. On a un conseil économique et social qui fait des observations au président de la République. On a une Cour des comptes. Les députés contrôlent l'action du gouvernement. Ils font quoi? Des recommandations. C'est imposé par la loi. Ils peuvent dire, ah oui, d'accord, mais moi, je donne mon avis là-dessus. Mais ça débouche sur quoi? Sur rien. Aucun contrôle de l'action gouvernementale depuis 1991 n'a débouché sur rien. Du concret. Rien. Les recommandations ne sont jamais appliquées. Nulle part. 1991 à aujourd'hui. Aucune recommandation. Là, c'est l'abus, par exemple, de l'exécutif. Donc, parce que justement, ça vous dit qu'une recommandation demande une recommandation. Vous analysez ça, vous voyez si vous l'appliquez ou pas. On parle de la représentation du mais c'est national. Mais le chef d'État est élu aussi. Lui, il est élu au suffrage universel, direct. Eux, ils sont élus dans une circonscription administrative de 4 ou de 5 communes. Le chef d'État, lui, il est élu sur tout le territoire national. Lui seul. Et bon, même si on dit que les députés sont les élus de la nation, oui, ils n'ont pas la légitimité du chef de l'État. Soyons sûrs. Donc, mais le Parlement est une institution à respecter. Je suis d'accord avec vous. Donc, leur travail est à respecter. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais comme on dit, nous avons copié des trucs qui ne sont pas fonctionnellement applicables. Par le contrôle, les questions orales, les questions, c'est bien. Oui, puis là, ça au moins, permet d'avoir de la matière. Absolument. Ça, je suis totalement d'accord. Mais après, une commission parlementaire d'enquête, c'est encore bon. Sur les fonds... Du CNCB, je pense. Non, pas CNCB, les fonds pour la décentralisation. Là. Le FADEC. Les fonds FADEC. Mais le Parlement a fait enquête. Elle est tombée sur des dénonciations, des faits graves
Totalement. Mais ils ont fait quoi? Ils ont décidé de ne pas agir à l'époque. Alors, comment on appelle ça? Donc, c'est de la complaisance. C'est de la... Et c'est pas que ça, c'est pas... Il y a la question de Kossi, et puis à un moment donné, le Parlement, pour moi, est un cadre politique. Non, mais il faut le rapport à l'exécutif, Oh, quitte à l'exécutif et après, alors de sanctionner s'il le veut. C'est que aller au Parlement et demander si vous pouvez avoir le rapport sur les fonds FADEC, vous allez voir ce que le Parlement en a fait. Donc, pas ailleurs, rien que ça. Alors, c'est pour vous dire quoi? Pour moi, le Parlement n'a qu'à voter les lois. Et les questions orales, point. Les questions où le gouvernement a écrit oral tout ce qu'ils veulent. Et après, le discours sur l'état de la nation, ils peuvent en débattre, ils peuvent envoyer des recommandations sans mais les commissions d'enquête là, non. Moi, je pense que c'est des trucs qu'on crée pour occuper. Ils n'ont pas qu'à prendre ces moyens-là pour aller parler au peuple, faire les tournées, aller parler aux populations des actions législatives. C'est encore mieux. S'il faut changer la loi, les commissions d'enquête ne servent à rien. Et ça permet de créer parfois des réseaux, des nids de corruption par ailleurs. Et on a connu des situations comme ça. Donc, c'est vous dire que ce n'est pas parce que la loi a prévu, la Constitution a prévu que c'est une bonne chose. L'action du Parlement, pour moi, il faut ceux qui sont là, les 109, ne sont pas nécessairement des spécialistes de la législation, de l'action législative. Bon, ils ont des moyens, ils ont un secrétariat, mais tous n'utilisent pas. Donc, ils ont besoin que leur capacité soit rehaussée, renforcée. Ils ont besoin d'un suivi institutionnel parfois. Il ne peut pas être laissé le Parlement africain ne peut pas être laissé à sa propre guise. Pour voter des lois de qualité, il faut qu'ils aillent à l'école du parlementarisme. Oh bon, c'est mission par-ci, mission par-là, Parlement de l'UEMOA, Parlement de CEDEAO, Parlement de... Non, c'est pas ça qui fait le parlementaire, le national. Ça leur permet aussi de sortir et d'aller voir d'autres. Collaborer avec d'accord, mais l'implémentation n'est pas ça. Pour moi, il y a eu des cellules d'appui, mais je ne sais pas si ça produit des effets. Il faudrait que les parlementaires s'obligent à faire le travail, à rester là, à suivre les sessions, à contribuer. Et là, vous allez voir comment ça va être. C'est pas une affaire d'opposition. C'est une affaire de qualité d'hommes et de femmes. Donc, on a donné 24 postes bonus aux femmes. D'accord. Mais moi, je veux bien voir comment elles vont se comporter au Parlement. Et ça, c'est un défi pour elles. De démontrer que ce n'est pas une affaire de nombre, c'est une affaire de qualité, de valeur intrinsèque. Et les hommes, on est passé de 83 à 85. Là, la 6e séquence électorale qui a gagné doit pouvoir démontrer que c'est une affaire pas de nombre, c'est une affaire de qualité d'hommes et de femmes intrinsèquement. Il faut qu'on les sente. Mais il ne s'agit pas d'aller au Parlement, de piquer les avantages, je dis, je suis de l'opposition, de faire de grandes rhétoriques et après sortir pour aller rigoler avec d'autres et encore revenir pour crier. Les écrans sont là, la caméra est devant vous et puis bon. Ils font leur show. Chacun fait sa mise. La caméra s'y prête aussi. Chacun fait sa mise en scène. Non, ce n'est pas ça l'action parlementaire. Donc, pour moi, nous sommes des Africains, avec des défis africains. Nous sommes béninois, on a des défis à relever. Notre Parlement doit refléter ces défis-là. Et moi, comme je vous l'ai dit, les trois derniers ont fait de leur mieux. Les autres n'ont pas démérité, comme je dis, parce que j'ai écrit en tant que journaliste sur la 3e législature, me semble. Parce que j'étais chroniqueur parlementaire par ailleurs dans une certaine vie. Donc c'est pour dire que le fonctionnement du Parlement m'intéresse. Et moi, je m'intéresse à la vie institutionnelle tout court. Parce que ça me permet d'analyser un peu le comportement des acteurs par rapport aux situations que nous vivons depuis 30 ans. Et j'avoue que j'ai assez de choses à dire de ce côté-là. Donc, on revient encore à l'opposition. On revient à l'opposition. Puisque c'était le sujet duquel nous sommes partis à Agapit Napoléon Bafouékang. Il est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais il faudrait bien que je vous interroge sur ce qui se susurre sur cette participation de cette formation politique, les démocrates. Eh bien, cette participation est considérée comme un deal pour certains dans l'opinion avec la mouvance. Voyez-vous la chose sous cet angle aussi? Bon, un deal pourquoi faire? Pour qu'ils aillent aux élections. Bon, avant... Cela s'expliquerait. Cela s'expliquerait par la censure observée au niveau des noms qui devaient se retrouver. Je ne vais pas employer le mot classique, mais certains noms qui s'attendaient à se retrouver sur cette liste de cette formation politique. Vous savez, moi, au Bénin, on a l'ingéniosité. Et Mathieu Kérékou, une fois, je vais le citer, il dit que nous avons l'intelligence diabolique.
Nous avons l'art des complots, enfin, nous avons des théories de complot, oui. Nous avons et les autres ont commencé par sortir béninoiserie, rouerie, tout ça là, de Robert Dosso et Pierre Shaw. Et puis quelqu'un, je ne sais pas qui l'a dit tout récemment, que bon, béninoiserie, c'est peut-être que nous nous autoflagellons trop. Mais là, tout ça quand même, lorsque les gens sont pas, ils n'ont pas réussi à faire leur dossier, on dit, Parlement monochrome, on doit parler aux élections, les gens empêchés. Maintenant, les gens s'organisent pour aller aux élections, on dit, bon, c'est une négociation. Oui. Finalement, alors, c'est l'histoire donc encore du cheval, du vieillard et de Jérôme. Oui. A dit que les gens ne veulent être satisfaits. Rien ne peut satisfaire la mauvaise foi. Rien ne peut satisfaire la mauvaise foi. C'est pas possible. Et comment vous expliquez qu'on ne retrouve pas, par exemple, c'était Gimme Talk? Parce que loin de moi de faire sa pub, mais sur cette liste... Vous savez, ça m'amuse quand j'entends ces noms-là, des camarades, Gimme Talk, c'est un jeune qui a beaucoup de valeur, de talent, que j'apprécie. Moi, j'aime bien ceux qui sont... J'ai pris par là aussi, je suis un activiste, un militant, donc j'ai eu mes années peut-être de fougue, peut-être même si à l'époque, c'est pas si militant, on n'avait pas les mêmes cadres pour faire les mêmes choses, pour dire les mêmes choses. Mais je me dis que les réseaux sociaux fabriquent aujourd'hui des figures artificielles. Vous voyez, les médias le faisaient avant, les artistes chanteurs le faisaient, mais les réseaux sociaux le font beaucoup plus. Mais sortez Gimme Talk du cadre de Patrice Talon il y a 5 ans, et en 2015, ou bien de l'opposition. Quand il allait aux élections, elle vous dit, mais qui l'aurait élu? Qui le connaissait comme peuple et comme candidat? Sur quelle liste? Même son patron, qu'il a quitté, n'a jamais fait élire seul. RB, d'abord. Oui, après, il est allé seul, il a échoué. Et après, il est parti sous FCBE. Donc, en 2007, il a échoué. Il a échoué parce qu'il il est allé seul. Malgré ce qu'il est candidat, il est allé seul, il a échoué. Lamentablement, comme dirait Kérékou, mais il a échoué. Donc, c'est dire que, mais quand on sort ces noms-là, mais ils ont fait leur preuve où et quand? Par exemple, moi je les respecte, un grand respect pour eux, pour tous ces noms-là. Mais quand même, disons-nous la vérité. On dit, mais les grands noms, les cassis, mais quel cassis de quoi? Vous savez, quand vous prenez les listes là, le positionnement, il est d'abord politique. C'est par rapport d'abord à des figures emblématiques. Notre mode de scrutin fait élire parfois par défaut des gens. Mais vous pensez que si on vous met à la place mettez-vous dans une certaine circonscription électorale sur certains noms, vous allez passer grave, sans même faire campagne. Vous allez passer sans faire campagne, tout simplement parce que l'électeur a un bulletin en main. Là, vous me motivez à entrer en politique. L'électeur a un bulletin en main pour les élections, surtout législatives. Élection locale, c'est un peu différent communal parce que c'est déjà trop local. Mais élection législative, c'est quand même 5 communes ensemble. Et c'est 4-5 communes, 3-4-5 communes ensemble. Parfois, oui. Et en dehors de Cotonou qui est particulier. Des arrondissements, oui. Lorsque, pour avoir un siège, c'est les votes cumulés. Bon, laissons le seuil de représentativité. Quand vous allez passer ce seuil-là, c'est les votes cumulés des 5 communes, des 3 communes, des 2, des 5, des 4 communes, qui feront qu'un seul sera élu, qui n'est peut-être pas. Donc, vous n'avez pas une qualité intrinsèque. Et parfois, il y a des gens qui font seuls 18 000 voix, qui ne sont pas élus, ou bien qui ont un seul siège. Lorsqu'il y a des gens ont 11 000 et ont 2 sièges. Selon, parce qu'il y a le problème donc du quotient électoral. Mais revenons. Quand vous avez sorti un nom, vous avez pu en sortir d'autres. Bien sûr. Mais alors, ils étaient où? Combien de fois ils ont été élus? Quelle est leur pratique politique? Donc, avec tout le respect qu'on leur doit, avec toute la différence qu'on peut faire devant leur engagement politique, moi, j'attends leur mérite. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on se fait élire. Je ne vois pas de qui vous parlez. Vous regardez les démocrates. Moi, je dis, il y a des hommes et des femmes de valeur, mais je regarde. Sous Boni Yahi, je regarde combien étaient en vue. Je regarde les autres. Alors, donc, de Boni Yahi à Patrice Talon, qui s'est fait élire quoi? Regardez, si la campagne commence et on a la main pour parler, on peut évoquer des questions. On peut décortiquer. Et vous verrez bien que les gens s'excitent pour rien. Pour rien. Parce que le parti a fait ses choix. On dit qu'il y a entente.
Là, finalement, on ne s'en prend même pas au parti. Moi, j'ai lu. Non, non, le cher ami dont vous venez de parler. Tout de go, il accuse. Mais alors, au lieu d'accuser son propre parti, même s'il y avait entente, mais c'est son parti qui allait alors à Canossa. S'il y avait même entente, ça veut dire que c'est son parti qui allait à Canossa. Donc, si moi, j'étais à cette place-là, c'est à ce parti-là que je vais m'en prendre. Et non m'en prendre à ceux qui, peut-être dans le jeu politique normal, auraient fait ce travail. Donc, vous voyez, ça manque aussi d'exigence. Hein, et ça devient un peu trop feutré, un peu façon... Hein, donc, pour vous, on ne peut pas oser dire qu'il y a un deal. Mais attends, deal de quoi? Oui, si je dois vous résumer. Mais non, mais attendez, dites-moi, deal de quoi? Ça veut dire finalement, il n'y a plus d'opposition. Donc, c'est ce que ça transparaît selon une certaine analyse. Non, c'est de mauvais analystes. Ça veut dire que les gens n'ont plus de grain à moudre. Ils ont été pris dans leur propre théorie. Il y en a qui sont dépassés, totalement dépassés. Et donc, mais ils essaient d'exister. C'est leur droit. Parce que parfois, nous ne voyons pas passer le temps. Et on ne sait pas où un disque est rayé. Parfois, on force le disque. On remet, voilà. On relance. Parce que jusqu'au moment où le disque refuse de fonctionner. Je pense que certains disques vont finir par refuser de fonctionner. Et c'est là qu'on se rend compte qu'ils sont totalement rayés. Nous tous, on peut être victimes du temps. Si vous ne faites pas attention, et si vous pensez que vous êtes éternel, si vous connaissez le c'est Jonas Pedro? Non, c'est Polyrythme, non? Je pense bien. Oui, un retour Mitio. Ça, c'est bien. Quand ton soleil brille, ça ne va pas briller éternellement. On en profite au max. Hein. Et tu fais ce que tu dois faire en ce temps-là. Parce qu'il y a d'autres soleils pour d'autres personnes qui doivent aussi briller, luire. Donc, alors il y en a qui, lorsque le soleil ne commence pas à décliner pour eux, ils ne se rendent pas compte que ça décline. Et ils se mettent toujours. Ils ont l'impression. Et la foule abrupte, la masse, quoi, elle va applaudir. Parce qu'elle adore ces choses-là. Mais dans les villes, c'est autre chose. Parce que l'une n'est pas ça. L'une, c'est déjà un peu plus intelligente. Donc, ne sortons pas ces gens de... L'analyse que nous, on doit faire, doit aller au-delà de l'émotion. On doit faire des analyses un peu exigeantes. Même si une analyse vaut ce qu'elle vaut, quand même, il faut qu'elle ait de la teneur. Oui, absolument. Et donc, dans votre affaire-là, deal, franchement, je ne sais pas à quelle fin, quel deal le pouvoir a à faire avec son opposition pour qu'on sorte certains noms. Et quel nom, et de quel nom vous parlez? De noms des gens qui n'ont pas de vécu particulier. Donnez-moi des noms, comme je l'ai dit, des gens qui étaient en vue réellement sur Boni Yayi et qui peuvent faire mal à d'autres et qui ne sont pas alliés. Donnez-moi un seul, 2, 3, 609 fois 2. Et on va dire que c'est à cause de ça que... À ce je vous gagne. À ce je vous gagne. Je vous le conseille. Non, ce que je dis, c'est pas qu'à vous, Angèle. Je le dis même à ceux qui nous suivent et ceux qui font passer ces choses sur les réseaux sociaux. C'est pas qu'à vous. Ils peuvent nous écrire. Ils peuvent m'envoyer. On peut continuer le débat ailleurs. Je les mets au défi, il n'y en a pas. Donc, c'est dire qu'on peut compter des figures emblématiques de l'ère Yahi. Je regarde les démocrates, je ne les vois pas beaucoup. Je regarde d'autres partis, ils sont éparpillés par-ci, par-là. Donc, c'est dire que le jeu est ouvert pour tout le monde. Si tant est que vous êtes Boni Yayi, il y en a qui continuent de fréquenter Boni Yayi en étant UP, en étant BR, en étant UDBN. Il y en a qui continuent, donc, qui sont très proches du président, qui ne sont pas ennemis au président Talon en étant proches et qui souhaiteraient tellement le rencontrer s'il est disponible en étant démocrate. Donc, le jeu n'est pas aussi étanche que les gens pensent. Et il faudrait que nous parlons contenu que de ce genre de choses, jouer au jeu de cache-cache. Quand le gars n'est pas là, on dit bon voilà, on les a écartés. Quand ils sont là, on dit bon voilà, c'est un deal. Finalement, ils vont... Dernière question sur ce sujet. Est-ce que cette opinion distillée, Agapit Napoléon Bafouékan, ne décrédibilise pas un peu cette formation politique? On dirait que vous l'avez pas... Je vous ai bien compris. Mais qui distille? Mais c'est-à-dire que c'est une minorité de ceux qui disent les choses là, et ça fait le tout de... Donc, la formation politique existe. Ne fait pas ce qu'on fait pour aller aux élections n'importe qui. Les démocrates, comme je dis, comme les 6 autres formations, sont des organisations qui ont fait du travail, qui ont mis sur la ligne de départ. Il faut les féliciter, il faut les saluer, et il faut maintenant laisser le jeu ouvert. Pour moi, je n'ai pas d'appréciation a priori à porter sur eux. Comme je le dis, je dis simplement qu'ils n'ont pas le monopole de Boni Yayi. Je le dis toujours, Boni Yayi est une personnalité publique. Et aujourd'hui, les médiateurs sur le front africain, il peut avoir lui ses préférences,
pour le respect qu'il nous doit à nous tous, et à ceux qui le soutiennent, ceux qui ne le soutiennent même pas, mais il est ancien président de la République, je pense qu'il a à ne pas... Enfin, il sait la posture qu'il doit garder, même s'il a ses amitiés. Après, c'est lui qui décide, de toute façon. Bien sûr. C'est lui qui décide. Mais il n'est pas candidat. Donc, on ne peut plus focaliser l'attention sur lui. Il n'est pas candidat. Et même s'il était candidat, il n'a pas plus d'une voix. Même s'il était candidat, c'est une voix, c'est pas deux voix. Donc, dans l'absolu... Deux, avec sa famille, en fait, 3, 4, 5, mais c'est personnellement, c'est une Attendez, l'autre ne parlait pas comme l'autre candidat qui dit que, bon, voilà, il a voté, sa femme a voté, ses enfants ont voté, l'équipe de football a voté, pourtant, il a eu... Il a eu deux. Non, il ne va pas compter. Il compte sa voix à lui. Oui, à lui. Son épouse qui va dans l'urne... C'est un vote secret. Voilà. Donc, il a sa voix à lui. C'est ça qu'on a dit. C'est le principe. Donc, dans l'absolu, même si Bounia veut faire campagne, il fait la campagne. Vous voyez, le temps. On a parlé de Ouedo tout à l'heure. Je ne pense pas que son soleil brille encore pour l'avenir du Bénin. Son soleil a déjà brillé 10 années à la tête du pays. C'est un patriarche aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un patrimoine national auprès duquel les gens iront se ressourcer. Mais demain, l'avenir du demain, c'est Patrice Talon qui finit en 2016, en 2026. Et tous ceux qui se positionnent, et avec la gouvernance actuelle, ceux qui se positionnent, ceux qui sont contre, ceux qui sont opposants, tous ceux qui se positionnent pour 2026, c'est pas eux, c'est parmi eux que le peuple choisira celui dont le soleil luira pour les 5 ou 10 années qui suivront 2026. C'est ceux-là. Maintenant, après, ils peuvent aller se ressourcer auprès des patriarches, que sont nos anciens chefs d'État, parce qu'eux, ils ont déjà fait 5 ans, 10 ans. Ils sont des respectables personnes dont on doit qu'on doit célébrer normalement, à condition qu'ils se mettent en dehors du jeu, parce que s'ils sont impliqués de manière active et visible dans le jeu, ils perturbent parfois des gens qui les supportent. Donc, pour moi, le parti Les Démocrates est comme tout autre, est comme Moël, est comme UDBN, est comme Bloc républicain, est comme MPL, est comme CBE, est comme... je pense que j'ai cité vous avez cité l'essentiel. Voilà, donc les 7 partis en liste, l'essentiel que chacun affûte bien ses armes pour aller. C'est peut-être parmi ces élections-là, au cours de cette campagne, qu'on découvrira de nouvelles personnalités, de nouvelles figures emblématiques qui vont faire bouger la toile. Donc, pourquoi les gens se meuvent? Il y a la mort permet de renouveler. Alors donc, la mort, nous mourons tous un jour, un peu, chacun meurt un peu de plus. Enfin, chacun meurt d'une manière ou d'une autre, parce que lorsque vous quittez une position pour une autre, c'est une mort. On ne le voit pas. Il faut quitter. La mort n'est pas s'étendre et puis raide et puis être enterré. Parfois, quand l'expression ne m'enterrez pas vivant veut dire quoi? Donc, ne me faites pas sortir de la scène brutalement. Donc, chacun meurt. Quand vous êtes DG et on vous remplace, mais il faut quitter une position. C'est une petite mort. Parce que, même si vous démissionnez vous-même, même si vous démissionnez, il y a une raison de la démission. Donc, c'est dire que nous quittons la scène. Hein? Si mort veut dire quitter la scène, nous quittons chacun une scène un jour, pour peut-être une autre, et ainsi de suite. C'est la même chose sur le positionnement politique. Lorsque l'un ne vient pas, vous ne découvrirez pas. Quand le président Talon est arrivé, on a découvert de nouveaux visages au gouvernement, mais qui font leurs preuves, mais qui auraient pu passer inaperçus, anonymes, si Talon n'avait pas été là. Donc, ainsi de suite. Il y a de la valeur. Il faut simplement donner le temps, afin que nous nous donnions le temps de les découvrir et que nous ne nous lamentions pas souvent sur celle que nous connaissons, pensant que notre mère est la seule qui sait faire les bonnes choses. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafouékan. Ainsi se referme le décryptage ce dimanche, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce programme en nouvelle diffusion ce lundi après le journal de la mi-journée et également sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre compte Facebook ETélé en direct, notre site etélébenin.com, notre site YouTube ETélé Bénin et en direct via iOS et Android, ETélé Bénin. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée à vous tous. ETélé avec vous, pour vous.